Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, bienvenue dans cette édition dont voici le sommaire. Inauguration ce mardi par le président de la République Évariste Ndayishimiye d'une centrale d'énergie solaire érigée dans la zone Mubuga en commune et province Gitega. Le président Ndayishimiye demande qu'une école technique en électricité soit érigée dans cette localité pour doter le pays des ingénieurs dans ce domaine. Analyse et adoption ce mardi par l'Assemblée nationale d'un projet de loi portant ratification par la République du Burundi de l'accord sur la suppression des visas au profit des détenteurs des passeports diplomatiques et de service entre les gouvernements du Burundi et d'Algérie. Le Premier ministre burundais Gervais Dirakobucha a reçu en audience successivement ce mardi le représentant de l'UNICEF au Burundi, le représentant pays de la Société internationale et du groupe de la Banque mondiale et le président de la Commission Vérité Réconciliation. Vous aurez dans cette édition sur quoi ces audiences ont porté. Voilà pour l'essentiel. La suite, c'est dans un instant. Bienvenue encore une fois, Nadia Chimirimana assure la mise en onde à la présentation, le duo Epimak Bamboneho. Bienvenue encore une fois, je vous le disais en titre, le président de la République Évariste Ndayishimiye a inauguré ce mardi une centrale d'énergie solaire érigée dans la zone Mubuga en commune et province de Gitega sous le partenariat de l'État du Burundi et la société israélienne dénommée Gigawatt Global. Le chef de l'État a indiqué que l'augmentation de l'électricité permettra au pays de mettre en application plusieurs projets pouvant développer le pays. Il demande que l'école technique en électricité soit érigée dans cette même localité par la société Gigawatt Global pour que le pays puisse se doter des ingénieurs qualifiés dans l'électricité. Les détails, c'est dans ce reportage de Aloïs Ndaïsava. Dans cette cérémonie marquant l'inauguration du centrale solaire de Mubuga, l'Israélien Joseph Ablamovis, représentant de la société Gigawatt Global, a dans son discours remercié le chef de l'État Évariste Ndayishimiye sur la contribution qu'il a donnée pour que ce projet soit réalisé et sur la façon dont il est en train de développer le pays dans différents secteurs. Il a également indiqué que l'inauguration de telles centrales solaires est un signe qui montre le renforcement de la coopération entre le Burundi et l'Israël. Prenant la parole, le président de la République, Évariste Ndayishimiye, a salué cette bonne initiative et a fait savoir que ce projet permettra au Burundi de réaliser pas mal de projets nécessitant de l'électricité. Parmi ces projets, il a cité quelques-uns comme l'extraction et la transformation des minéraux, la fabrication des marbres, l'implantation des industries de l'or et les industries de transformation des produits agroalimentaires, ainsi que la construction des écoles et des hôpitaux répondant aux normes internationales. Le numéro 1 burundais a terminé son allocution en demandant aux représentants de la société Gigawatt Global, en collaboration avec les dirigeants de son pays d'origine, d'ériger sur la colline Mubuga une école de référence, un régime d'internat qui va dispenser des enseignements en rapport avec l'électricité. Vous saurez que cette centrale solaire est constituée de plus de 25 200 panneaux solaires avec une capacité générée de 7,5 MW depuis la zone Mubuga en commune et province Gitega. Aloïs Ndaïsaba pour le compte de la radio Nderagakura. Merci à toi, Aloïs Ndaïsawa, pour tous ces détails. L'Assemblée nationale a analysé et adopté ce mardi le projet de loi portant ratification par la République du Burundi de l'accord sur la suppression des visas au profit des détenteurs des passeports diplomatiques et de services entre le gouvernement de la République du Burundi et celui de la République algérienne démocratique et populaire. Comme l'indique le ministre de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique, Martin Niteretse, l'objectif de cet accord est de renforcer la coopération entre ces deux pays et faciliter le mouvement des diplomates et officiels de ces deux pays. Il dit également que le Burundi va beaucoup bénéficier de cet accord dans le secteur de l'économie. Les détails avec Vincent Houriquier.
Dans son exposé des motifs, le ministre de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique, Martin Teretse, qui était invité dans l'hémicycle d'Okigobe pour fournir des éclaircissements sur ce projet de loi, dit que l'objectif de ce projet de loi est de renforcer la coopération entre le Burundi et l'Algérie en facilitant les mouvements que les diplomates et les officiels de ces deux pays effectuent dans l'un ou l'autre pays. Et ça permettra aussi à ces deux pays de continuer à coopérer dans l'organisation de programmes de renforcement des capacités au profit des cadres et des hauts cadres du Burundi dans différents domaines comme l'agriculture et l'élevage, l'éducation, la santé, la défense et la sécurité, etc. Martin Teretse dit également que le Burundi va beaucoup bénéficier de cet accord dans le secteur de l'économie, étant donné que l'Algérie figure parmi les pays les plus riches du continent africain. Après l'exposé des motifs, les députés ont adopté ce projet de loi à l'unanimité. Merci à toi, Vincent Dachaïsava. Je vous l'annonçais également dans les titres. Le Premier ministre burundais, Gervais Ndirakobucha, a reçu en audience ce mardi 3 différentes personnalités, à savoir le représentant de l'UNICEF au Burundi, John Akbar, le représentant pays de la Société internationale du groupe de la Banque mondiale, Mariama Siresila, et le représentant de la Commission Vérité Réconciliation, Pierre Claver Ndaïchalié. John Akbar indique qu'ils ont échangé sur la contribution de l'UNICEF dans la protection de la petite enfance jusqu'à 18 ans. Nous sommes venus voir son Excellence, Monsieur le Premier ministre, pour échanger sur le nouveau programme que le gouvernement du Burundi et UNICEF est en train de développer. On est presque à la fin de ce processus qui a été assez long. Donc, on est venu échanger avec son Excellence, Monsieur le Premier ministre, sur ça. C'est un programme qui va couvrir la période 2024 à 2027, qui découle forcément, n'est-ce pas, du plan national de développement, mais aussi de la vision 2040-2060 de son Excellence, Monsieur le chef de l'État, et aussi sur le plan cadre de coopération que les Nations Unies ont signé récemment avec le gouvernement du Burundi. Ça a été un entretien vraiment très fructueux. On l'a remercié vraiment pour la collaboration excellente qu'on a eue avec les différents départements ministériels, donc UNICEF collabore avec. Juste pour rappeler qu'au niveau du Burundi aujourd'hui, sur les 15 ministères, UNICEF collabore avec environ 13 à 14 de ces ministères-là. Et donc on a eu une collaboration vraiment excellente sur la coordination du ministère des Affaires étrangères et de la coopération au développement. Donc on va focaliser sur les enfants. On a 4 grands éléments. La première, c'est tout ce qu'on appelle en général le développement de la petite enfance et que, évidemment, l'enfant grandit et survit ses premiers mois. Deuxième élément dans cette petite enfance, c'est tout ce qui est sur la malnutrition chronique, qui est communément aussi appelé le retard de croissance. La deuxième composante focalise sur des enfants qui vont être âgés, n'est-ce pas, entre 6 ans et 18 ans. C'est un aspect sur l'éducation, s'assurer que l'éducation, avec toutes les composantes, quand un enfant doit aller à l'école, sont corrects, que ce soit il a accès à l'école, il a accès à l'hygiène à l'école, il a accès à l'eau à l'école, il a accès à la protection à l'école, et c'est le composante aussi sur les compétences. Il faut que l'éducation soit en mesure de former des personnes qui sont prêtes pour le marché du travail, mais aussi, puis ceux qui ne veulent pas avoir ce marché du travail, être des employés, mais qu'ils sont en mesure de créer leur travail aussi à eux. Avec Mariam Siresila, ils ont échangé sur la contribution de cette société de la Banque mondiale pour appuyer les investisseurs privés. Suivez Mariam Siresila. C'était l'opportunité d'échanger sur les problématiques du secteur privé au Burundi, donc écouter et comprendre les priorités du gouvernement burundais relativement au développement du secteur privé et aussi parler des activités d'AFC au Burundi. AFC est le membre du groupe de la Banque mondiale qui s'occupe du développement du secteur privé. Donc on accompagne les entrepreneurs privés avec de l'assistance technique pour renforcer leurs capacités et avec aussi du financement s'ils répondent à nos critères et à nos conditions. Nous travaillons également sur le climat des affaires, comment améliorer l'environnement des affaires pour le secteur privé afin qu'il soit plus opérationnel et plus productif. Avec le bureau exécutif de la CVR, le président de la CVR, Pierre Claver Ndaïchalié, indique qu'il a mené au Premier ministre le rapport d'exercice de 2022 qui se focalise sur les pages sombres de l'histoire burundaise depuis l'arrivée des Allemands au Burundi jusqu'à la première république dirigée par le capitaine Michel Micombero.
L'audience que Son Excellence le Premier ministre vient d'accorder au bureau exécutif de la CVR, c'est une audience centrée essentiellement sur la remise du rapport d'exercice 2022, un rapport d'étape riche de 52 tomes de plus de 19 000 pages, un rapport qui se focalise sur les années tragiques, les pages sombres de notre histoire, depuis l'arrivée au Burundi des Allemands. Les pages sombres de notre histoire à travers la présence de la Belgique au Burundi, les violations massives que nous avons pu enquêter et les années difficiles qui ont conduit la chute de la monarchie vers sa pleine réalisation, l'année 1966. Mais les années que nous avons analysées, c'est aussi l'arrivée des missionnaires catholiques et protestants au Burundi, avec une analyse fouillée de la période la plus difficile, celle qui va de 1960 à 1973, puisque à l'intérieur de ces deux périodes, nous avons l'assassinat du prince Louis Rwagasore, le héros de l'indépendance. Nous avons l'assassinat des syndicalistes chrétiens de Kamenge en 1963. Nous avons l'assassinat du prélat, Monseigneur Gihimbare Gabriel, qui était nommé par le pape Paul VI pour être le premier Burundais évêque ou archevêque de Gitega. Nous avons ce qu'on a appelé la tentative de coup d'État contre la monarchie, 1965, octobre, avec des assassinats massifs qui visent les militaires, les gendarmes, les hommes politiques. Et c'est 65 qui a conduit vers aussi les massacres de Musangana, Bugarama, en province de Murambia. 69, on a parlé encore d'un coup d'État, des militaires jugés, exécutés. Ces militaires rentraient fraîchement de Belgique. Et bien sûr, nous avons l'autre année triste, 1971. Le pouvoir Michombero a parlé d'une tentative de coup d'État contre son régime. Et cette fois-ci, c'était les Tutsi Banyaruguru qui étaient accusés de comploter contre la République. On les a jugés, les comploteurs de 71, mais des mesures de clémence sont intervenues. Ce qui a été différent en 69 et en 65, on a jugé et on a exécuté, pas de mesures de clémence. La suite de l'édition avec Diane Chimirimana. Un rôle important dans la recherche et la consolidation de la paix et le développement. Le ministre en charge de la jeunesse au Burundi, Ezekiel Nibigira, l'a dit ce mardi lors du lancement officiel des travaux d'une réunion extraordinaire tenue en mairie de Bujumbura à l'endroit de la jeunesse en provenance de la communauté de l'Afrique de l'Est sur leur rôle dans la consolidation de la paix et le développement. Il a fait savoir que cette réunion débouchera sur les engagements de la jeunesse pour atteindre ses objectifs de paix et de développement. Les détails avec Eli Irumva. Au cours de cette conférence, le représentant du Conseil national de la jeunesse, Thierry Ingabire, a précisé que c'est une opportunité pour la jeunesse burundaise de partager aux autres l'expérience du Burundi, étant donné que le gouvernement a initié une politique nationale de la jeunesse visant à promouvoir l'autonomisation des jeunes. Nous voulons d'abord partager l'expérience que nous avons, compte tenu que le président a mis la jeunesse dans ses priorités, surtout dans le domaine d'autonomisation des jeunes. Nous savons que les jeunes qui ne sont pas occupés sont des jeunes susceptibles d'être utilisés, d'être manipulés. Nous voulons partager cette expérience que nous avons acquis déjà à nos frères jeunes des autres pays, mais aussi profiter de leur expérience dans d'autres domaines. Ceux qui ont pris la parole ont indiqué que les jeunes ont un rôle important en matière de recherche et de la consolidation de la paix en Afrique en général et dans la communauté de l'Afrique de l'Est en particulier. Rosène Kabangu, elle est de la RDC. Les jeunes constituent la majorité en termes de population dans des pays africains et vous comprendrez très bien qu'il est inimaginable de penser au développement sans pour autant associer la jeunesse. Il est impossible de pouvoir penser à la pacification sans pour autant inclure les jeunes et comme vous le savez très bien, lorsqu'il y a pas de paix, lorsqu'il y a la guerre, souvent pour ce qui concerne les femmes,
on constate qu'il y a des violences, on constate que les femmes se voient leurs droits être violés et nous avons eu à travailler par rapport à cela. Et à l'occasion de cette activité, ça sera une occasion pour nous de partager l'expérience de la République démocratique du Congo. Le ministre burundais en charge de la jeunesse, Ezekiel Nibigira, indique que cette conférence donne une occasion aux jeunes d'échanger de l'expérience afin de dégager des recommandations visant à promouvoir le programme pour la jeunesse, paix et sécurité dans la région de l'Afrique de l'Est. Merci Eli Ilumba pour les détails. La faculté de psychologie et des sciences de l'éducation a déjà fait des progrès dans le domaine de l'éducation inclusive, comme le fait savoir Joseph Ndaïsaba, spécialiste de l'éducation et professeur dans cette faculté. Plus de 100 lauréats ont été formés en matière d'encadrement des enfants à besoins spécifiques, alors que 3 à 4 étudiants malvoyants suivent les cours dans cette faculté. À la faculté de psychologie et sciences d'éducation, nous avons déjà une filière qui s'appelle éducation spéciale, prépare des étudiants à prendre en charge les enfants à besoins spéciaux. Nous en sommes déjà à la 5e promotion. Il y a beaucoup de lauréats qui sont déjà employés au niveau de ces écoles inclusives qui fonctionnent maintenant. Il y en a aussi qui ont été embauchés dans des écoles spéciales qui existaient déjà. Ils ont effectivement comme tâche d'accompagner ces enfants. On les appelle d'ailleurs des co-enseignants dans le jargon du secteur. Ce qu'on peut constater malheureusement, c'est qu'au fil des années, le nombre d'étudiants qui fréquentent cette filière diminue. On est passé de 100 à 18. Donc ce sont des filières nouvelles, probablement. Les gens ne savent pas que ça existe. Alors on espère qu'au fur et à mesure qu'on va les former, ils vont se multiplier et créer des bureaux pour prendre en charge ces enfants. Parce que ces enfants qui sont scolarisés au niveau du poste fondamental, il y a parmi eux des enfants qui sont handicapés visuels ou handicapés auditifs, etc. Un clin d'œil qu'on peut faire aux établissements d'enseignement supérieur privé aussi. Parce que ces enfants qui terminent le poste fondamental, qui réussissent l'examen d'État, ils ont parfaitement le droit de choisir quelle est la filière qu'ils veulent faire à la faculté. On a déjà 3 ou 4 étudiants à faire. Il y en a même un qui a réussi en première session, qui vient de terminer maintenant son bac, sans aucun problème. Donc, il faut que tous les établissements d'enseignement supérieur soient prêts à accueillir ces enfants, parce que le jour où ils choisiront d'aller chez eux, il faut qu'ils soient prêts à les accueillir. Joseph Ndaïsaba lance un appel à tous les intervenants, y compris les parents d'élèves, pour qu'ils comprennent que les enfants à besoins spécifiques peuvent être scolarisés et évoluer normalement comme les autres. Le premier concerné, c'est bien sûr le ministère qui gère cette question. C'est les établissements scolaires qui sont concernés, qui doivent accueillir ces enfants au niveau fondamental, post-fondamental et même supérieur. Ça s'adresse aux institutions d'enseignement supérieur privé. L'appel s'adresse aux divers acteurs, tous les intervenants, partenaires techniques et financiers. C'est des domaines nouveaux qui ont quand même besoin de partenaires. Les autres concernés, c'est les parents. Parce qu'il y a probablement encore des parents qui croient que lorsqu'un enfant est handicapé, il faut le garder à la maison. Maintenant, heureusement, les choses sont en train d'évoluer. Ils constatent que même les enfants handicapés peuvent être normalement scolarisés. La Croix-Rouge du Burundi apporte son intervention et des secours aux populations de la commune Mabayi de la province de Chibitoke, ainsi qu'en commune Mutimbuzi à Gatumba de la province de Bujumbura. Le secrétaire général de la Croix-Rouge du Burundi, Anselme Katiyunguruza, l'a dit ce lundi lors de la célébration de la Journée internationale de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge. Il demande pour la population de Gatumba son installation dans d'autres lieux car, selon lui, Gatumba devient de plus en plus inhabitable. Nous sommes là à chaque fois qu'il y a une catastrophe. Ce n'est pas dire que nous sommes plus clairvoyants que d'autres, c'est notre mandat. À Gatumba, nous intervenons à Gatumba pratiquement sur une base annuelle. Et Gatumba commence à être un problème que l'on doit prendre finalement très au sérieux. C'était pas très prévisible il y a de cela 2 semaines. Alors, qu'est-ce que nous faisons? Nous sommes là. Tout le week-end, on l'a passé là-bas. Et nous essayons de mobiliser l'ensemble de la communauté humanitaire de ce pays pour essayer de voir quelles sont les solutions durables que l'on peut formuler. Nous sommes très heureux que le gouvernement nous appuie dans cette fois et que la question d'inondation de Gatumba devrait trouver un jour une solution la plus durable. Il appartient aux autorités compétentes de décider si oui ou non Gatumba doit rester une zone habitable. Je m'en vais vous dire qu'il y a des quartiers de Gatumba inaccessibles à pied. Nous devons louer des pirogues pour atteindre l'un de notre site. Ça nous sert de raison. Les partenaires ont fini par comprendre que nous avons besoin de pirogues pour pouvoir
nous déplacer jusqu'au niveau de ces sites inaccessibles. À Mabaï, la Croix-Rouge du Burundi a joué un rôle extrêmement important dans la fraîcheur de l'événement. Nous avons participé à l'inhumation digne des victimes de ce glissement de terrain et aujourd'hui, nous faisons tout pour que les familles de ces disparus soient assistées au niveau local. On se rend vite compte que nous avons une coordination nationale en charge de la résilience environnementale. C'est dire que nous intégrons désormais l'environnement dans tous ses aspects dans notre travail de tous les jours. Je confirme que nous intégrons l'environnement dans nos interventions de tous les jours et nous nous alignons sur les grandes options décidées par le gouvernement du Burundi. Et j'ai comme l'impression que le gouvernement s'est vraiment engagé dans cette dynamique pour que tout ce que nous menons au niveau communautaire soit l'appropriation des véritables bénéficiaires. Dernier élément de notre édition, l'insuffisance des familles d'accueil pour les enfants orphelins du VIH-Sida est l'un des défis qu'a rencontré l'association Famille pour vaincre le sida FVS dans le passé. Ce sont les précisions de la représentante légale de cette association, Space Nihangaza, au moment où cette association a soufflé ses 30 bougies d'existence. Space Nihangaza demande au gouvernement de demander à ses partenaires de toujours prévoir le volet développement dans leur intervention. Alors, les défis ne manquent pas. D'abord, au début, on a eu beaucoup de difficultés pour avoir des familles d'accueil pour les enfants séropositifs. C'était une période où le sida était entouré d'une grande discrimination. Beaucoup de gens disaient que les pécheurs ne méritent que la mort. Donc, c'était très difficile. Et les gens pensaient que c'était des enfants très coûteux. Ils vont exiger beaucoup pour les soins de santé, la ration alimentaire, etc. C'était très compliqué. Heureusement, il y a eu des personnes qui croient en Dieu. C'est à travers les églises qu'on a pu avoir des tuteurs pour ces enfants séropositifs. Le deuxième défi, au fur et à mesure de notre travail, on s'est rendu compte qu'il fallait à tout prix arriver à l'autonomisation des bénéficiaires. Qu'on ne puisse pas apprendre aux gens à manger le poisson, mais qu'on leur apprenne à pêcher le poisson. Malheureusement, sur terrain, il y avait d'autres organisations qui prêchaient le contraire. Pendant que nous, on demandait aux gens de faire des efforts pour travailler, gagner leur vie, que si besoin, ils vont dans leur association d'épargne et crédit, prennent un crédit, ils le remboursent. Quand ils grandissent, ils peuvent aller à la microfinance, prennent un crédit, ils remboursent. D'autres venaient faire des distributions gratuites. Alors, l'une des pistes de solution, c'est de plaidoyer pour que notre pays demande à tous les intervenants qui viennent travailler au Burundi de toujours prévoir un volet développement de leurs interventions. Deuxième volet, au niveau de l'éducation. Nous apprécions beaucoup le fait que l'éducation est gratuite, mais il n'y a pas de loi qui oblige les gens à amener les enfants à l'école. Quand un tuteur envoie ses enfants à l'école, pendant que l'orphelin qu'il a accueilli va garder les vaches ou les chèvres, on n'a pas de loi qui puisse le contraindre ou le sanctionner. Il est grand temps que le pays décide l'éducation obligatoire pour tout le monde. Et il y a aussi un autre plaidoyer pour des organisations d'une certaine ancienneté comme la nôtre qui fête ses 30 ans, qu'on puisse nous reconnaître d'utilité publique. Ainsi prend fin cette édition, mais avant de remettre l'antenne, le rapide rappel des titres. Inauguration ce mardi par le président de la République Evariste Ndayishimiye d'une centrale d'énergie solaire érigée dans la zone Mubuga en commune et province Gitega. Le président Ndayishimiye demande qu'une école technique en électricité soit érigée dans cette localité pour doter le pays des ingénieurs dans ce domaine. Analyse et adoption ce mardi par l'Assemblée nationale d'un projet de loi portant ratification par la République du Burundi de l'accord sur la suppression des visas au profit des détenteurs des passeports diplomatiques et de services entre les gouvernements du Burundi et d'Algérie. Le Premier ministre Gervais Ndirakobucha a reçu successivement en audience ce mardi le représentant de l'UNICEF au Burundi, le représentant pays de la Société internationale du groupe de la Banque mondiale et le président de la CVR. Vous avez suivi dans cette édition sur quoi porter ces audiences. Ainsi prend fin cette édition. Merci à Nadia Nshimirimana pour sa parfaite collaboration technique. À la présentation, vous étiez avec Yann Nshimirimana et Epima Kiwamboneho. Ensemble, nous vous disons au revoir et à la prochaine.